l'Assemblée nationale, le nombre des députés. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Midi Actu. Voici le sommaire du jour. Le nombre des députés. Alors tout de suite, je vous présente l'invité du jour et il s'agit de Monsieur Youssou Ndiaye, consultant en e-commerce. Bonjour à vous, Monsieur Ndiaye. Bonjour Léna. Alors, on va être ensemble pour ce numéro de Midi Actu. On va parler d'économie, on va aussi parler de commerce. Mais tout de suite, nous commençons par cette actualité donc et de deux pour l'Égyptien Mohamed Salah qui a été élu joueur africain de l'année 2018, 12 mois après avoir remporté ce même titre. Donc, c'était en 2017. L'attaquant a devancé son coéquipier, le Sénégalais Sadio Mané. Et puis le Gabonais Pierre Aubameyang, c'était ce 8 janvier à Dakar, suivant les images de la remise du trophée. Le meilleur joueur de l'année 2018, Mohamed Salah. Mohamed Salah, pour la deuxième fois, qui va rejoindre les légendes qui ont gagné le trophée plus d'une fois. Les Kanou, Drogba, Eto'o et Hadji Diouf qui ont remporté plus d'une fois. Mohamed Salah pour la deuxième fois. Voici, mesdames et messieurs, pour vous Africains, le meilleur footballeur africain de l'année, Mohamed Salah. Voilà donc, Monsieur Ndiaye, nous avons suivi cette remise de trophée à Mohamed Salah, Ballon d'Or africain 2018. Comment est-ce que vous avez apprécié cette cérémonie? Oui, j'ai suivi la cérémonie avec beaucoup d'intérêt parce que Sadio Mané était nominé, aussi le coach Aliou Cissé. Alors, j'aurais préféré bien sûr que Sadio Mané gagne, mais aussi Mohamed Salah est un très bon joueur de football qui a fait une très bonne saison. Donc il mérite largement ce prix et c'est le sport qui gagne. Tout à fait. Et juste rappeler que ce 8 janvier également, la Confédération africaine de football a annoncé que ce sera l'Égypte qui va donc organiser la Coupe d'Afrique 2019. Ce sera donc durant l'été. Et nous poursuivons Midi Actu. À Baïla, dans le sud du pays, la pisciculture est une activité qui marche très bien. 4 tonnes de poissons sont produites par an et pourtant l'offre est encore inférieure à la demande. L'aquaculture permet de lutter contre le chômage des jeunes. Kaltom Gueye. Nous sommes à la ferme familiale Monique de Baïla, une ferme spécialisée dans l'aquaculture. Aujourd'hui, c'est jour de récolte. Chaque année, ce sont plus de 4 tonnes de poissons qui sont produites. Le marché local est suffisant déjà pour absorber la production qui est là, mais la demande est largement supérieure à l'offre. La preuve, les acheteurs sont déjà sur place pour s'approvisionner. Les revendeurs également y trouvent leur compte. C'est un business qui marche bien. Je viens ici acheter le poisson pour le revendre aux environs. Après, je donne au producteur son argent et je garde mes bénéfices. On prie pour que le travail se développe plus. La pisciculture, une alternative pour combler la rareté des ressources. Dans les fermes, ce sont des dizaines, voire des centaines de personnes qui y travaillent. Cette activité a l'avantage de répondre d'abord à l'emploi des jeunes, mais aussi d'assurer la sécurité alimentaire. Ceci a vu le jour grâce à l'encadrement rapproché des producteurs aquacoles par l'ANA. La structure privilégie la mise en place des fermes familiales. Au niveau de Ziguinchor,
nous avons actuellement une vingtaine de fermes qui sont fonctionnelles. Mais la plupart, c'est des fermes familiales. Parce qu'aujourd'hui, on a vu que les fermes familiales, c'est des fermes qui donnent des résultats. C'est pour cela que l'Agence nationale de l'aquaculture concentre ses forces au niveau de ces fermes. À moins d'un an de travail, le résultat est plus que satisfaisant. Les besoins en emploi sont presque résolus, mais aussi les populations de Baïla peuvent désormais avoir à leur disposition du poisson frais et à bon prix. Monsieur Ndiaye, si vous êtes un consommateur de poissons, certainement que vous vous réjouissez de cette situation. Oui, bien sûr. De toute façon, notre plat national, c'est le Tchéboudienne. Donc, lorsqu'on voit ce genre d'initiative, on ne peut que s'en réjouir, bien sûr. Surtout que ça lutte contre le chômage. Et puis, c'est une alternative, il faut vraiment approvisionner le marché en poissons. Voilà, avec les problèmes écologiques du monde, les côtes, la mer, il y a de moins en moins de poissons. Donc, c'est une très bonne initiative d'élever des poissons de façon saine. Et puis, voilà. Est-ce que ça, c'est une start-up? Je le dis parce qu'en fait, vous êtes cofondateur d'une plateforme, d'une start-up qui gère un peu la logistique pour les livraisons ou quoi, achat, vente, que ce soit au Sénégal ou aussi en dehors du Sénégal. Est-ce que ce que nous venons de voir, ça peut être considéré comme une start-up? Bien sûr que c'est une start-up. Bien sûr que c'est une start-up. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai un ami qui, il y a quelques années, avait créé ce même type d'activité vers le Wallo là-bas. Et puis, ça marchait très bien. Et c'est du moment où c'est une petite entreprise qui débute, qui cherche un peu son modèle économique et à se positionner, on peut dire que c'est une start-up. Modèle économique, et ça va nous permettre de transiter justement vers la chronique économie du jour. Chronique économie du jour, nous allons parler de budget. Vous avez certainement entendu parler du vote du budget à l'Assemblée nationale pour le Sénégal ou encore pour les entreprises quand c'est la fin de l'année ou même le début de l'année. Que signifie donc le budget? Suivant cet élément. De l'État au Sénégal, qu'est-ce que c'est? Pour financer les besoins essentiels des citoyens comme l'accès à la santé ou à l'eau potable, l'État du Sénégal définit un budget. Ce budget détermine ce qui sera dépensé par l'État au cours de l'année et les différentes sources de financement de ces dépenses, c'est-à-dire les recettes. Plus de la moitié des recettes sont des recettes fiscales, qui concernent directement les citoyens et les entreprises. TVA sur l'achat de biens et services, impôts prélevés sur les salaires, impôts sur les sociétés ou droits de douane. Comme ces recettes fiscales ne suffisent pas à couvrir toutes les dépenses, l'État cherche d'autres sources de financement, notamment auprès des organisations internationales et des pays partenaires au développement, sous forme de dons ou de prêts, mais également en effectuant des emprunts sur le marché bancaire. Grâce à ces recettes, l'État peut réaliser la construction de routes, d'écoles ou de centres de santé. C'est ce que l'on appelle les dépenses d'investissement. Elles représentent 1/3 des dépenses totales de l'État. Payer le salaire des fonctionnaires, c'est-à-dire les personnes employées par l'État, les enseignants par exemple, ainsi que les frais engagés pour faire fonctionner l'administration comme l'achat d'ordinateurs. Ce sont les frais de fonctionnement et de salaire. Transférer de l'argent aux organismes publics ou aux collectivités locales comme les municipalités, afin de leur permettre de fonctionner et de satisfaire les besoins des citoyens. Au Sénégal, une politique de décentralisation est engagée depuis quelques années, c'est-à-dire que l'État délègue aux collectivités locales la gestion de nombreuses compétences, éducation, santé ou culture. Cependant, l'argent donné par l'État aux collectivités ne suffit pas pour investir dans de nouveaux projets. Par exemple, la construction de centres commerciaux. Les collectivités doivent donc collecter des taxes localement, comme la taxe sur les droits de place dans les marchés. Les recettes de l'État permettent également de rembourser la dette de l'État, c'est-à-dire de rembourser tous les emprunts. Si ces recettes ne sont pas suffisantes,
L'État est en déficit budgétaire et doit s'endetter à nouveau pour financer les dépenses. Il est donc important de maintenir ce déficit en dessous d'un certain seuil. Le budget, ça nous concerne tous. Tous les citoyens ont le devoir d'y contribuer grâce aux impôts qu'ils paient. Au Sénégal, des organisations se sont regroupées en associations pour veiller à ce que le budget soit bien appliqué et réponde aux besoins des citoyens sénégalais. Cette association, c'est le Réseau citoyen pour la transparence budgétaire, le RCTB. Le budget, ça nous concerne tous et je pense que ça concerne aussi les startups. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, juste rappeler que le sujet est très bien fait, c'est très pédagogique. Vraiment, c'est très clair. Alors, le budget, bien sûr, ça concerne l'économie. Et nous sommes dans un secteur de l'économie. Donc, en fait, on a intérêt que le budget augmente, que les investissements arrivent, mais que les impôts et taxes diminuent. Exact. Donc, et comment est-ce que vous faites? C'est une grosse contradiction, mais c'est une tension dans laquelle nous vivons tous les jours avec l'État. C'est sûr. Voilà, pour que les taxes diminuent et puis pour qu'on puisse se développer. Et maintenant, une fois plus grand, on pourra maintenant commencer à participer. D'accord. Et comment est-ce que vous, en tout cas au niveau de votre structure, vous procédez pour évaluer et contrôler un peu votre budget? Alors, les budgets d'habitude s'établissent au début de l'année, d'accord? On fait le bilan de l'année passée et on met en branle les perspectives de l'année nouvelle pour savoir, vous avez dit, les dépenses d'investissement, les dépenses de fonctionnement, et c'est tout ça qui constitue le budget. On le chiffre et puis il faut qu'on aille chercher les sous pour pouvoir financer ce budget-là. Tout à fait. Et c'est là la guerre. Tout à fait. Et vous restez toujours avec nous, Monsieur Ndiaye. Nous passons à la chronique technologie de l'information et de la communication. C'est une activité en pleine expansion au Sénégal. Depuis l'avènement d'Internet, on utilise de plus en plus les outils technologiques pour acheter ou vendre des produits ou des services. Ça s'appelle donc le commerce électronique, communément appelé, bien sûr, le e-commerce. Gain de temps et parfois d'énergie. Cette activité présente souvent des risques. Suivant ce reportage de Maïmounassi. E-commerce ou commerce électronique est en pleine croissance au Sénégal. En un clic, le client peut remplir son panier et se faire livrer. Une évolution qui augmente le nombre de commerçants et d'acheteurs en ligne. Là, en 2018, on a fêté nos 10 ans, a beaucoup grandi pendant ces temps-là et nous avons pu consolider nos utilisateurs et aussi nos clients. Aujourd'hui, nous avons un site où on draine environ 10 000 annonces par mois et environ 1 million de visites par mois. Les avantages liés à ce secteur sont multiples, surtout pour les jeunes. L'opportunité est saisie pour ouvrir sa propre entreprise ou boutique en ligne. C'est venu naturellement, passion là. Voilà, dama koy def via WhatsApp parce que instant bi xam nga WhatsApp c'est plus utilisé. Voilà, mom lañ gëna utiliser. Mané pourquoi pas ma def ko WhatsApp. Facebook aussi bari nañu bari di def comme genre bi may def. Mais j'ai choisi WhatsApp vraiment. Snap aussi parfois mais rarement. Mais WhatsApp bi lañ ma gëna xam par statut mom la gëna liggéey. Aujourd'hui, nous n'intervenons pas dans la transaction. Nous offrons la possibilité aux gens de pouvoir juste se connecter directement. Donc aujourd'hui, vous avez un produit alimentaire que vous voulez vendre. Vous prenez votre photo en 3 étapes. Vous avez mis votre annonce en ligne. Une personne a besoin de ce produit-là, vous appelle via le site et vous contacte. Vous vous donnez rendez-vous quelque part, la personne peut voir le produit ou bien si vous avez une boutique aussi, la personne se rend à votre boutique, voit les produits et peut acquérir ces produits directement là. En plus de changer les habitudes de consommation, les entreprises de e-commerce créent de nouveaux circuits de distribution, touchent également une cible plus large de clients avec une relation de proximité. Pour l'instant, j'ai 2700 et quelques contacts. Chaque jour, je peux enregistrer 50 ou 25 ces derniers temps-ci. Le développement de ce secteur a facilité la création de nombreuses petites entreprises de livraison à Dakar pour le transport des produits à livrer en moto ou en voiture. Certains ont vite compris le besoin qui se cachait derrière et en ont fait un business rentable.
Merci beaucoup Maïmouna. Ce qui est bien, Monsieur Ndiaye, c'est qu'elle a abordé le e-commerce, mais elle a aussi abordé la question de la logistique du transport. Comme vous faites au niveau de votre structure, on vous a fait un petit clin d'œil. Elle vous l'a fait donc dans son reportage et tout. Mais parlons justement de e-commerce. Est-ce qu'on pourrait un peu camper le débat et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça concerne réellement? Donc, le e-commerce, c'est le commerce électronique, le commerce en ligne. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le e-commerce, il y a plusieurs métiers. Le e-commerce, c'est un secteur d'activité. Alors, le premier métier du e-commerce, c'est le commerce. Naturellement, il faut aller sourcer de bons produits, savoir ce que le marché demande et puis proposer ces produits-là au marché. Ça, c'est le premier métier. Le deuxième métier, c'est de l'informatique. Parce qu'une fois qu'on a ces produits-là, il faut les mettre en ligne, il faut faire un site internet, etc., etc. Le troisième métier, c'est le marketing digital. Tout à fait. Parce qu'une fois qu'on met en place un site internet, il faut le promouvoir. Et puis, il y a plusieurs méthodes sur les réseaux sociaux, sur Google, etc., etc. Et ça, c'est un métier spécial qui s'appelle le marketing digital. Et enfin, il y a le dernier maillon de la chaîne qui est très important, c'est la logistique. D'accord. Parce qu'à la fin, c'est un produit physique qu'il faut livrer à un client physique. D'accord ? Et en fait, quand on parle de e-commerce, souvent, on mélange tout et on fait abstraction de tous ces métiers-là. Mais c'est des métiers différents, gérés par des entreprises différentes. Ça, c'est très important à comprendre. D'accord. Et quelles sont les catégories de sites qu'on peut retrouver? Alors, les catégories de sites, il y a des sites qu'on appelle des marketplaces. D'habitude, ce sont des pure players. Eux, leur métier, c'est de l'informatique et du marketing digital. C'est-à-dire qu'ils aident les commerçants traditionnels, physiques, à venir sur leur plateforme et proposer leurs produits. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des sites d'annonces. D'accord ? Les sites d'annonces, c'est quoi? C'est moi, je suis chez moi, j'ai une machine que j'ai envie de vendre, je rentre sur le site, je prends moi-même la photo du produit, je le mets sur le site internet et je la vends directement. Si quelqu'un est vraiment intéressé par le produit, il m'appelle directement et puis on fait la transaction entre nous. Ça, ce sont des sites d'annonces. Maintenant, il y a d'autres types de sites, comme les commerçants, comme par exemple des commerçants traditionnels qui un jour décident d'aller sur Internet, ils font leur propre site Internet, ils mettent leurs propres produits et puis ils font leur propre vente. Donc on peut catégoriser un peu ces trois types de sites Internet. D'accord. On a vu dans cet élément donc, de ma collègue, la jeune dame, qui vend essentiellement à travers les réseaux sociaux, que ce soit sur WhatsApp ou sur Snapchat. Il me semble que c'est devenu aussi une tendance. Alors ça, c'est très important qu'elle l'ait mentionné, parce qu'ailleurs dans les pays occidentaux, le e-commerce passe nécessairement, souvent en majorité, par des sites Internet. Alors qu'ici, en Afrique, ça passe beaucoup, mais beaucoup par les réseaux sociaux. D'accord. Est-ce que donc on retrouve ça en Europe ou pas du tout? C'est très rare, c'est quasi inexistant. C'est vraiment en Afrique et puis dans les marchés émergents, comme en Asie du Sud-Est, etc., qu'on trouve ce genre de pratique. En Inde aussi, on trouve des gens qui vendent sur les réseaux sociaux et aussi beaucoup en Afrique. Le Sénégal, nous sommes un peu en avance sur beaucoup de pays africains sur la technologie. C'est pour ça qu'on a beaucoup de sites, mais il y a certains pays africains très proches, comme le Mali. Le e-commerce se passe essentiellement sur les réseaux sociaux. D'accord. Et ça, c'est un usage qu'on a fait qui est très particulier. Et puis ça marche, et puis c'est bien pour tout le monde. D'accord. Et quels sont les avantages que le e-commerce peut offrir, que ce soit pour les vendeurs comme pour les acheteurs? Parce que là, donc, j'imagine que pour le vendeur, il n'aura pas forcément besoin d'avoir un local pour exposer ses produits. Et pour l'acheteur, il pourra quand même gagner du temps, ne pas devoir se déplacer, surtout quand on sait que maintenant, on est confronté à des difficultés de déplacement. Bien sûr. Alors, pour le vendeur, très clairement, ça lui donne accès à un très vaste marché. Parce qu'Internet, je veux dire, c'est large. N'importe qui peut rentrer sur votre page Facebook ou bien sur votre site Internet et puis faire une commande. Donc là, du point de vue de l'accès du marché, il n'y a pas son pareil. Alors,
L'autre avantage aussi pour le vendeur, vous l'avez mentionné, ce sont les économies qu'il fait. Parce que tout simplement, on n'a pas besoin d'une boutique physique, de payer toutes les charges qui s'y collent. Donc, on doit juste prendre des photos de son produit et puis les mettre en ligne, faire un peu de marketing et puis attendre que ça se passe. Pour les acheteurs aussi, c'est très intéressant parce que tout simplement, on peut acheter quelque chose sans se déplacer à partir de chez soi, de son bureau, et puis être livré. Le produit vous trouve chez vous. Et depuis maintenant quelque temps, on a aussi la possibilité de retourner le produit si on n'est pas satisfait, si, en fait, satisfait on n'est ou pas remboursé. Voilà. Et ça, c'est un avantage certain pour le vendeur aussi, pour les acheteurs. Donc, si je comprends, c'est des plateformes qui sont ouvertes à tout public. Mais est-ce qu'il n'y a pas des dangers aussi et des risques? Oui, bien sûr, il y a des risques parce qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui mettent n'importe quoi sur Internet. Et puis, bon, une fois que vous payez en ligne, voilà, vous ne voyez jamais de produit. Oui. Ou alors, ce n'est pas le produit qu'on a forcément commandé. Voilà, ou bien ce n'est pas le produit qu'on a forcément commandé. Il y a aussi les cyberattaques concernant les cartes bancaires. Parce que lorsqu'on achète sur certains sites, on met les références, ses références bancaires, son numéro de carte, tout ça. Il y a des gens qui s'amusent à les attaquer et puis à les vider vos comptes. Donc, il faut faire très attention avant d'acheter, de vous assurer de la fiabilité du site. Sur Internet, il y a des forums dans lesquels vous pouvez rentrer et puis vérifier est-ce que ce site est fiable ou pas, parce que les internautes sont très solidaires et puis mettent des bons avis. ou des avis et des mauvais commentaires. D'accord. Donc, alors ici, le risque, il est moindre parce que tout simplement, on paie à la livraison. D'accord. Voilà. Donc, mais vous, par exemple, dans votre activité, comment est-ce que vous faites pour garantir une certaine sécurité par rapport à l'achat? Alors, par rapport à l'achat, comme je vous ai dit, ça fait quand même plus de 5 ans qu'on fait cette activité-là. Ça veut dire qu'on a une certaine expertise. Donc, on a des typologies de sites, on les catégorise et on sait. D'accord. On a des critères pour savoir est-ce que ce site-là, il est fiable, est-ce qu'il n'est pas fiable, est-ce qu'il est sécurisé, est-ce qu'il n'est pas sécurisé. Donc, c'est à partir de notre expertise vraiment qu'on sait. Donc, pour l'instant, on n'a pas trop de problèmes là-dessus. D'accord. Et puis, on accompagne aussi beaucoup de gens qui veulent se lancer sur Internet. Donc, certainement que nous allons vous inviter une prochaine fois pour parler essentiellement des startups. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Ndiaye. Ouais, le plaisir est partagé et je reviendrai avec beaucoup d'enthousiasme. Parfait. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était notre invité du jour, Monsieur Youssou Ndiaye, consultant en e-commerce. Et c'est la fin de ce numéro de Midi Actu. On se quitte avec la météo du jour. Rendez-vous demain à 12 h sur la RTS 2, encore plus proche de vous. Au revoir.
le nombre des députés.